RFM vous informe, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité, il est 22h. À la une de ce journal, Guy Marius Sagna et 7 autres de ses camarades passent leur première nuit en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Le 9e, Souleymane Djim, lui a bénéficié d'une liberté provisoire. Leurs avocats se préparent pour le combat judiciaire. Les travailleurs de la SDE poursuivent leur mot d'ordre, encore 48 heures. La grève va s'achever vendredi, après-demain donc. Le ministre de l'eau et de l'assainissement en conseil des ministres mercredi parle de sabotage. La compagnie Air Sénégal a réceptionné son deuxième Airbus A330 Neo, baptisé Sine Saloum. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Macky Sall, dit avoir commandé 8 autres avions pour Air Sénégal. Le chef de l'État a d'ailleurs demandé aux ministres et autres fonctionnaires de voyager à bord des avions de Air Sénégal. À peine l'hivernage terminé, les feux de brousse s'installent. Des milliers d'hectares sont partis en fumée dans la zone sylvo-pastorale, les éleveurs déjà dans la tourmente. En sport football, tournoi de l'UFOA A, les Lionceaux en finale, les U20 sénégalais ont battu les Gambiens sur le score de 4 tirs au but à 2. À la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Abdoulaye Diop fait le tour du web. Yonoutol Mamadou Amandion, bonne santé Animan Ablaye Sissé. Nous serons avec Mbaye Sidi Mbaye pour sa chronique hebdomadaire. Et puis RFM Soir, l'invité, le colonel Maguette Mbaye, directeur de la lutte contre les encombrements au ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique. Entretien avec Seydou Nourouba sur le bilan de la première phase de l'opération de désencombrement de la région de Dakar et la deuxième phase qui vient d'être lancée. Amadindia est à la technique, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Après 2 retours de parquet, l'activiste Guy Marius Sagna et ses co-accusés ont finalement été placés sous mandat de dépôt, mais un d'eux a obtenu une liberté provisoire. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. D'autres griefs sont retenus contre le coordonnateur de Frappe France Dégage. Les auditions ont eu lieu hier après-midi, Famadion. L'audition s'est faite sous haute surveillance policière. Les abords du tribunal quadrillés, à l'intérieur, les quelques proches font le pied de grue. Guy Marius Sagna et compagnie sont arrivés au tribunal à 8h, entendus à 17h. Ils ont été placés sous mandat de dépôt vers 20h, excepté Souleymane Djim, qui a bénéficié d'une liberté provisoire. Maître Moussa Sarr, l'un des conseillers des prévenus. Les infractions pour les 8, ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. Pour Guy Marius Sagna, il est poursuivi en plus de participation à une manifestation interdite, rébellion, provocation à un attroupement, actions diverses. À l'annonce du placement sous mandat de dépôt des activistes, Maïmouna Bousso n'a pas manqué de dire son indignation. Nous ne reconnaissons pas notre peuple. Nous demandons à ce peuple-là qu'est-ce qu'ils attendent. Quand on les appelle dans des combats de politique, ils pensent que ça intéresse les politiciens. Quand on les appelle dans des combats de conscience, ils pensent que c'est peut-être trop élevé pour leur niveau. Mais qu'est-ce qu'ils attendent quand on leur demande de payer ce qu'ils n'ont pas consommé? Les prévenus maintiennent leur grève de la faim qu'ils ont entamée. Et sur les 8, 5 qui sont étudiants, un d'entre eux, Souleymane Djim et mal en point, renseigne son avocat. Famadion, parmi les personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt, il y a le docteur Babacar Diop. Il fait partie du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, justement, qui a sorti un communiqué pour dénoncer son arrestation. Les syndicalistes estiment que la place du docteur Babacar Diop n'est pas en prison, mais dans les amphithéâtres et les laboratoires, suffisant pour que le SAES exige sa libération sans condition, ainsi que celle des autres arrêtés vendredi dernier lors d'une marche pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Un espace de 58 mètres carrés divise les habitants de la SICAP Liberté 1 à un promoteur immobilier. À l'origine, un projet de construction d'un immeuble R+2. Un projet que les habitants ne veulent pas du tout. Réunis au sein du collectif Touche pas à mon jardin, ils ont tenu une marche cet après-midi. Bourika Bandiaï, la présidente du collectif, avec Abdoulaye Diop. Comme vous le voyez, il y a un certain Hassan Sek qui est venu avec un titre foncier qu'il a eu dans le CU et qui veut construire un R+2 sur cet espace de 58 mètres carrés qui était un espace public. Et nous avons, quand on a remarqué qu'il avait ces intentions-là, on s'est levé d'un coup, on a alerté tout le quartier et on a fait un point de presse pour informer la population et les autorités. Nous avons fait cette marche aujourd'hui pour sensibiliser les populations et les autorités sur la nécessité de sauvegarder nos espaces verts
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert dans la SICAP. Et s'ils se permettent de les transformer en immeubles, c'est temps de se réveiller, de réveiller la population et de venir dire non à cette injustice. On a fait des courriers, on a déposé des courriers partout, on a alerté la préfecture, l'urbanisme, le cadastre, la direction de la SICAP, la mairie. Et après, on a eu un retour avec le préfet qui a fait arrêter les travaux. Et maintenant, on attend de voir ce qui va suivre parce qu'on veut qu'on annule l'autorisation de construire qui a été donnée sur cet espace-là et le titre foncier qui a été délivré aussi pour cet espace-là. Bourika Bandiaï, la présidente du collectif Touche pas à mon jardin. La parole au promoteur indexé Hassan Sek, joint par Abdoulaye Diop. Il ne faut pas dire Liberté 1 parce que la SICAP Liberté 1 est un grand quartier et je crois que moi, depuis 2004, tous les maires qui sont au niveau de Liberté 1 me connaissent. J'ai toujours participé et je crois que moi, depuis 2004, tous les maires qui sont au niveau de Liberté 1 me connaissent. J'ai toujours participé parce que j'ai toujours aimé ce quartier, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de la mairie. J'ai toujours participé. Et le fameux terrain dont ils disent, je crois que tous les gens qui ont leur maison là-bas ont les mêmes titres que moi. Donc je ne vois pas, en tant que Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi. Maintenant, eux, s'ils ont la loi contre eux et qu'ils peuvent aller à l'encontre de toutes les lois, moi je me fie à l'État et puis c'est fini. C'est terminé. Donc, je n'irai jamais à l'encontre de l'État du Sénégal. Je me veux être un bon citoyen et un digne citoyen en plus. La réponse du promoteur Hassan Sek suite à cette marche des populations de SICAP Liberté 1 plutôt. Une autre marche, cette fois-ci du côté de Diakhao, c'est dans la région de Fatick, une marche pour dénoncer l'insécurité dans cette partie de la région de Fatick. Les vols et attaques à main armée sont devenus monnaie courante. Aminata Goudiaby. Cette femme grièvement blessée à l'œil raconte sa mésaventure de la nuit du 25 novembre dernier. Elle et son mari qui est commerçant ont été attaqués par des individus lourdement armés dans leur propre maison. Cet énième cas d'agression montre nettement que les populations de Diakhao vivent dans une totale insécurité selon Barel Dieng, une habitante de la commune. Vraiment, nous ne sommes pas tranquilles à cause des voleurs. Même aujourd'hui, ils peuvent venir à Diakhao pour nous trouver. Vraiment, on ne dort plus, surtout nous les femmes. Cette insécurité grandissante a poussé les habitants de Diakhao à battre le pavé. Ils réclament une brigade de gendarmerie. Mamadou Ba est le porte-parole. Nous adjugeons l'obtention d'un poste de gendarmerie. Le plus grand danger que vivent les populations sont les attaques à main armée perpétrées jusque dans les demeures des honnêtes citoyens. Vu que la brigade de gendarmerie la plus proche se trouve à 22 km, les populations lancent un cri de cœur pour que cette demande vieille de 9 ans soit tenue en compte. Les honnêtes gens sont traumatisés par l'insécurité grandissante. La recrudescence du vol de bétail empêche aussi les éleveurs de Diakhao de dormir tranquillement. Mohamed Ndiaye est l'imam ratib de Diakhao. Ici, les éleveurs sont découragés parce qu'en une seule nuit, ils peuvent venir te voler tout un bétail. Et souvent, ils sont armés. Le déficit d'éclairage public favorise l'insécurité et les populations demandent plus de lampadaires dans les rues de la commune. Barel Dieng. Nous sommes des commerçantes, mais nous avons peur de rester au marché jusqu'à 21h à cause des voleurs. On demande à monsieur le maire d'augmenter d'efforts pour l'éclairage public du village. Un mémorandum a été remis à l'adjoint au sous-préfet de Ndiop. Javier Tine promet de rendre compte au pouvoir compétent. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, en plus bref, les travailleurs de la SDE qui renouvellent de 48 heures leur mot d'ordre de grève. Décision prise ce mercredi lors d'une assemblée générale. Une grève que le ministre de l'eau et de l'assainissement a qualifiée de sabotage en réunion du Conseil des ministres. Ce mercredi, Serigne Mbaye Thiam qui a annoncé que des réquisitions nécessaires ont été faites pour le maintien du service public. Toutefois, il a précisé que tout manquement sera sanctionné conformément à la loi. RFM, la radio de toute l'actualité. Les feux de brousse dans la région de Matam, des milliers d'hectares sont partis en fumée dans la zone sylvo-pastorale. Il s'agit du périmètre qui couvre les zones de Kidira, Bakel, Kanel et Ranérou-Ferlo. À peine l'hivernage terminé, les feux de brousse s'installent. Les éleveurs se disent déjà inquiets. Le président du conseil départemental de Ranérou veut une unité d'action pour éradiquer ces feux de brousse. Ali Banel Niang.
Alors qu'on n'a pas fini d'évaluer la baisse des productions agricoles suite à un hivernage moins pluvieux, la culture irriguée fait face à de sérieuses contraintes. Depuis la montée du niveau d'eau du fleuve Sénégal, des centaines d'hectares ont été inondés. Des périmètres dont les propriétaires ont tous... Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Ali Bandelian qui doit nous parler de ces feux de brousse dans la zone sylvo-pastorale. Je rappelle que des milliers d'hectares sont partis en fumée. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. La campagne de commercialisation de l'arachide, les points de collecte officiels pour la campagne de l'arachide n'ont pas leur raison d'être selon le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier. Depuis 5 ans, ajoute-t-il, les paysans n'ont pas vu de points de collecte, une situation qui, selon les opérateurs, est due au fait que le marché de l'arachide est libéralisé et pourtant Ibrahima Diamé, 447 points de collecte officiels sont retenus par le CNIA, le Comité national interprofessionnel de l'arachide pour la zone centre. Dans le cadre de la campagne de commercialisation arachidière, le Comité national interprofessionnel de l'arachide, en collaboration avec les huiliers, avait retenu 447 points de collecte pour la zone centre. Seulement pour Ibrahima Badiane, président de la Fédération des paysans du bassin arachidier, ces points de collecte qui n'existent que de nom n'ont presque pas leur raison d'être. Vous savez, quand on me parle de points de collecte, je serais très inquiet parce que depuis 5 ans, aucun producteur n'a vu un point de collecte. Les gens préfèrent s'argenter en camion, aller en camion pour acheter le produit chez les producteurs et ils les achetaient à bas prix. De son côté, le président de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs, Cheikh Tall, invoque la libéralisation du marché de l'arachide pour expliquer cette supposée défaillance dans le fonctionnement des points de collecte. On est dans un système libéral. Ce n'est pas les opérateurs seulement ou bien les huiliers qui vont procéder à la commercialisation. D'autres acteurs vont acheter les graines et à d'autres destinations. Donc nous ne maîtrisons pas le circuit totalement. Il y a les exportateurs, il y a les organisations paysannes, il y a également le marché parallèle et autres. En tout cas, point de collecte ou pas, les paysans qui se frottent déjà les mains ont trouvé d'autres circuits parallèles avec des prix beaucoup plus intéressants. Vu la situation, les producteurs n'ont pas de problème parce que nous sommes en train de vendre nos graines à 250 francs. Reste maintenant à régler la question de la disponibilité des semences pour l'année prochaine et il appartient aux OPS et aux huiliers s'ils veulent obtenir suffisamment de matière d'aller au-delà des 210 en affrontant la concurrence. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahima Diamé, à Kaolack, les paysans ont déserté les points de collecte pour aller écouler leur production dans les Louma, marché hebdomadaire. Les OPS qui disent craindre un déficit de réserve de semences si la situation continue lancent un appel d'urgence aux autorités. Omar Ndiaye. C'est l'inquiétude totale chez les opérateurs privés stockeurs du Doukouman en ce début de la campagne de commercialisation de l'arachide. Désertés par les agriculteurs, les points de collecte sont presque vides, nous dit Babacar Sissé, président de la coopérative d'Anganda. Comme vous le voyez dans le magasin, il y a ce petit tas-là qu'on vient de commencer. Le problème fondamental qu'on a remarqué au sein de toute la région de Kaffrine, il n'y a absolument pas encore un point de collecte qui vient de démarrer. Et ça, c'est inquiétant parce qu'il y a à côté les marchés hebdomadaires, circuits dans lesquels les opérateurs privés hors pays passent pour acheter nos bonnes graines et les acheminer hors du pays. Et ça, c'est grave. Une telle situation peut avoir des conséquences néfastes selon le secrétaire général des paysans du bassin arachidier, Cheikh Tidiane Sissé. Il n'y a aucun point de collecte à l'état actuel où nous parlons qui est en marche. Les semences risquent de disparaître et l'État le connaît. Donc, ils veulent vraiment mettre dès maintenant les homologations et on va avoir d'énormes difficultés pour l'année à venir parce que les Chinois, et ils veulent que des bonnes graines. C'est pourquoi les acteurs demandent à l'État de prendre rapidement toutes les précautions nécessaires pour garantir une bonne campagne de commercialisation de l'arachide. Babacar Sissé. Lançons un appel à l'État de revenir encore sur l'organisation de la commercialisation de l'arachide. Ça va être grave. Rappelons que cette campagne de commercialisation, 170 à 180 points de collecte opérationnels sont installés dans le Doukouman, mais jusque-là, les stocks ne sont pas assez fournis de graines d'arachide. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye, nous revenons sur cet élément de Ali Bandelian. Les feux de brousse dans la région de Matam, des milliers d'hectares sont partis en fumée dans la zone sylvo-pastorale.
Cela fait un peu plus de 2 semaines que la brousse brûle un peu partout dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo. Le dernier a été déclaré dans la zone de Bakel. Selon des informations, le mâle est parti du nord de la zone de Kidira pour évoluer vers les départements de Kanel et de Ranérou. À l'heure actuelle, les dégâts couvrent sur une superficie estimée à plus de 1000 hectares. Un énième feu depuis la fin de l'hivernage qui suscite aujourd'hui une grande préoccupation des éleveurs et des autorités locales. Aliou Dembourou Sow est le président du conseil départemental de Ranérou-Ferlo. J'ai parlé avec le directeur aux forêts sur le problème de feu de brousse qui a commencé vraiment de faire beaucoup de dégâts sur le zone Bakel et le Ferlo de Kanel en touchant un peu de Ranérou dans le zone de Velengara aussi. C'était pour discuter avec lui, avec le gouverneur de la région de Matam pour qu'on essaie de réunir toutes nos forces, les organisations professionnelles et les services aux forêts et on oblige les 4 régions ou 5 régions pour vraiment mobiliser nos énergies et imposer, inviter les collectivités territoriales, chacun fait quelque chose pour qu'on fait une banque de carburant pour que s'il y a un feu de brousse, on peut quand même prendre cette moyen-là et aller lutter contre cette fléau qui vraiment touche le zone sylvo-pastoral. Suite à une pluviométrie presque déficitaire dans la majeure partie des postes, ces feux de brousse ravagent considérablement le reste du tapis herbacé. Seulement sur le terrain, les agents des services des eaux et forêts tentent le tout pour circonscrire le mal. Matam, Ali Bandelnian, RFM. 22h16 à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. RFM Soir. RFM Soir. Barthélémy Ngom. Air Sénégal réceptionne son deuxième Airbus, le A330 Neo, baptisé Sine Saloum. Le président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie, dit avoir commandé 8 autres avions pour la compagnie. Ceci dit, il demande aux responsables de bien gérer. Il a aussi demandé aux fonctionnaires et autres ministres de choisir Air Sénégal pour leur voyage. Abdourahmane Diallo. Après la réception du deuxième Airbus A330 Neo, dénommé Sine Saloum, Macky Sall annonce la commande de d'autres aéronefs. Avec cette acquisition, notre pavillon national compte à présent 6 appareils, évidemment auxquels il faudra bientôt ajouter 8 nouveaux Airbus A220-300 Neo. Le chef de l'État invite la direction de Air Sénégal à une meilleure gestion de la compagnie. La négligence et les passe-droits ne pardonnent pas. Je crois que les Africains le connaissent assez à travers la douloureuse expérience d'Air Afrique, mais aussi des différentes compagnies nationales du Sénégal. Macky Sall exige ses ministres et à l'administration de voyager à bord de Air Sénégal. Tout comme je tiens à ce que les membres du gouvernement, les agents de l'administration et de toutes les structures d'État, sociétés et agences puissent voyager à bord de la compagnie nationale pour leurs missions officielles. Cet avion A330 Neo, dénommé Sine Saloum, va démarrer ses activités commerciales le 12 décembre prochain. Il compte 290 places. RFM Bord. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, numérisation des permis de conduire. Les différents points sont pris d'assaut. C'est le cas à la gare des Beaux-Maraîchers. Là-bas, c'est la bousculade. Les demandeurs subissent le calvaire pour se faire enrôler. Certains passent par le système payage. Le système payage il s'agit de débourser 5 000 francs de plus que les 10 000 demandés. Une sorte de corruption qui ne dit pas son nom. Et là, ce sont les intermédiaires qui sont indexés. Notre correspondant à Pikine, Dongoka, a fait un tour à la gare des Beaux-Maraîchers. À la gare des Beaux-Maraîchers, sur le site de renouvellement des permis de conduire, l'attente est longue. À l'écart, un monsieur accompagné de son ami assis sur un banc attend son tour et surveille la progression de la file indienne. Son enregistrement déjà fait, il est venu récupérer son nouveau permis de conduire biométrique numérisé. Lui, si son enrôlement s'est fait sans difficulté, c'est qu'il a payé de l'argent à un intermédiaire. C'est à l'heure de la pause que j'ai rencontré le gars qui m'a demandé 5 000 francs CFA. Après, il m'a appelé et je suis entré déposer mon dossier. Nous avons tenté de vérifier si ce système dit payage existe réellement et nous nous sommes rendus à l'endroit où se font les inscriptions. Ici, chaque matin, les requérants se bousculent pour s'inscrire. Certains sont même prêts à y passer la nuit pour voir leur nom figurer en bonne place sur la liste
pistes. Mais quand l'on passe par le péage, c'est plus rapide et moins fatigant. Tu donnes 15 000 francs et je te mets en rapport avec le monsieur. S'il manque 500 francs, il ne reprend pas. Sinon, tu passes la nuit ici, comme les autres. Le système semble bien huilé en attendant le 31 décembre, date d'expiration des anciens permis de conduire. Nongoka Pikine, RFM. Nongoka, sur cette situation, donc au niveau des points pour la numérisation des permis de conduire. Les embouteillages à Dakar, le ministre des Transports terrestres annonce des mesures face au député Oumar Youm, laisse entendre que le parc automobile sera renouvelé avec la régulation de l'importation des véhicules. S'agissant du TER, du train express régional, le ministre précise qu'aucun tarif n'est fixé pour le moment. Amadou Sabarba. Dakar étouffe à cause des embouteillages, mais le ministre des Transports terrestres promet des mesures dissuasives. Maître Oumar Youm. À court terme, c'est déjà prendre ce qui est dans notre loi, sera de la réglementation de la circulation et l'appliquer. L'appliquer en tenant compte des respects qui sont prévus en matière de distance pour les emprises routières et autoroutières. Le deuxième aspect réglementaire me paraît être important à mettre en œuvre, c'est quand même le rôle des agents de sécurité pour renforcer et arbitrer les postes de conflit, parce que nous savons que Dakar a beaucoup de carrefours. Malheureusement, souvent, il n'y a pas suffisamment d'agents de sécurité. Un autre problème, la vétusté du parc automobile. Le ministre annonce des réglementations pour la professionnalisation du secteur. Et je rappelle que le trafic croît de 8% par année, ce qui est quand même très important. Nous sommes obligés de réguler l'importation de véhicules, de mettre une vignette sur les véhicules âgés de plus de 5 ans, sur les véhicules âgés de plus de 8 ans. Interpellé sur le train express régional, son opération et sa tarification, Maître Oumar Youm se veut clair. Il n'y a pas un tarif officiel décidé par l'État du Sénégal. Nous sommes dans une phase de pré-exploitation. Nous avons reçu une instruction du président de la République. Faites en sorte que le tarif soit compétitif, attractif, conforme à la volonté des populations. Des parlementaires ont abordé plusieurs questions avec le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, notamment des travaux inachevés de la Géroute, la réhabilitation des ponts dans certaines zones, entre autres sujets. Amadou Sabarba, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, qui était donc ce matin devant les députés pour défendre son budget qui a été voté par les élus. Il a été arrêté à 295 milliards 350 millions 566 000 francs CFA contre 57 milliards 45 millions en 2019, soit une hausse de 23,94%. Le Conseil des ministres qui a examiné puis adopté le projet de décret portant nomination des membres du comité de pilotage du dialogue national, de même que le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité, qui a été également examiné puis adopté. Maître Abdoulaye Wade a présenté ses condoléances mercredi à la famille Senghor à Fann Résidence, là, suite au rappel à Dieu à la disparition de Colette Senghor. L'ancien président de la République a salué le choix de la défunte de reposer au cimetière de Bel-Air auprès de son mari et de son fils unique Philippe Maguilène Senghor. Il est 22h23. RFM Sport. Bienvenue Abdou Diouf Junior. Merci Barthélémy Ngom. Du football, le tournoi de l'UFOA, les Lionceaux sont en finale. Les U20 sénégalais ont dominé les Gambiens au tir au but 4-2. Les deux équipes avaient fait match nul, un but partout à l'issue du temps réglementaire. Le Sénégal qui sort victorieux d'un derby et tombe sur un autre voisin immédiat en finale. Sénégal-Mali, c'est l'affiche de la finale donc, du tournoi de l'UFOA 1. Une finale prévue samedi prochain au stade du 28 septembre de Conakry. Le match de classement va opposer la Gambie à la Sierra Leone. Football, Ligue 2 sénégalaise, Keur Madior vise l'élite. Le club mbourois a passé 2 années en Ligue 2. Le vice-président pense que c'est assez pour apprendre et viser d'autres objectifs. Keur Madior a renforcé son effectif par des Sénégalais et des Gambiens. D'autres dispositions ont été prises, nous apprend Pape Djibi Diop, vice-président de Keur Madior Football Club. Nous l'écoutons. L'objectif qu'on s'était assigné sur les 2 premières années, c'était véritablement le maintien et l'apprentissage au niveau de la Ligue professionnelle. Nous entamons cette 3e année et nous sommes effectivement, au-delà du maintien, nous avons des ambitions légitimes, c'est de gravir véritablement l'échelon supérieur.
Oui, nous le pensons. Je pense sous la directive effectivement du président Mohamed Diouf et du conseil d'administration. Nous avons pensé, et compte tenu de l'évaluation qui a été faite l'année dernière, de nous renforcer au plan technique, mais de nous renforcer aussi au plan administratif, au plan aussi de la logistique. Donc, en termes de recrutement, nous avons aussi changé la direction sportive du club. Nous avons comme entraîneur principal M. Malik Diop, qui sera effectivement accompagné par un staff avec M. Vieba, qui a l'expérience effectivement de la Ligue 1, de la Ligue 2. Et nous avons mis en place un dispositif aussi pour recruter des joueurs qui vont venir épauler la formation que nous avons mise en place. Parce que sur l'effectif de cette année, nous allons avoir 4 à 5 éléments qui proviennent de la formation, plus des internationaux guinéens, gambiens et aussi des joueurs sénégalais confirmés qui ont véritablement, sur qui nous comptons pour pouvoir faire une bonne saison. Cœur Madior joue son premier match de Ligue 2 cette saison contre le Port Autonome de Dakar. Ce sera le dimanche 8 décembre au stade Caroline Faye de Mbour. Du foot en Europe, grosse prestation de Sadio Mané contre Everton. Les Reds ont gagné par 5-2. L'attaquant sénégalais qui s'est visiblement remis de sa déception et de son absence du podium du Ballon d'Or France Football. Sadio Mané a été donc l'artisan principal de cette précieuse victoire lors de ce derby du Merseyside. L'attaquant sénégalais est impliqué dans 3 des 5 buts de Liverpool. Sadio Mané, auteur d'un but et de 2 passes décisives de grande classe, l'une pour Origi, auteur d'un doublé, et l'autre pour Shaqiri. En Angleterre toujours, pour cette 15e journée, retenez que Southampton a reçu et battu Norwich 2-1. Wolverhampton 2, West Ham 0. Leicester 2, Watford 0. Watford qui a enregistré une autre titularisation de l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr. Watford donc qui a perdu et qui sombre au bas du classement. Chelsea 2, Aston Villa 1 et Manchester United dans ce qu'il faut appeler le match de Mourinho. Manchester United, donc l'ancienne équipe de Joseph Mourinho, qui a battu Tottenham, la nouvelle équipe du technicien portugais, 2-1 dans cette rencontre. Liverpool reste premier avec 43 points plus 23. Deuxième, Leicester 35 plus 26 et Manchester City, le tenant du titre de la Premier League anglaise, 32 points plus 26 et troisième. En France, 16e journée, le Paris Saint-Germain a battu tout à l'heure le FC Nantes, 2-0. Idrissa Gana Gueye a joué ce match et Neymar a marqué. Dijon 2, Montpellier 2, Toulouse 1, Monaco 2, Metz 0, Rennes 1, Rennes du Sénégalais, le gardien de but Edouard Mendy qui a joué cette rencontre. Mbaïgnon est entré en seconde période du côté messin et les deux Sénégalais Opanguet et Habib Diallo ont démarré ce match mais n'ont rien pu faire. Saint-Etienne a dominé largement Nice à domicile, 4-1. Et la rencontre Amiens-Reims a été reportée. Le Paris Saint-Germain qui dirige toujours le classement en France, premier 36 points et deuxième Marseille avec 31 points plus 4, Bordeaux et troisième avec 26 points à plus 10. C'est tout. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Guy Marius Sagna et compagnie vont passer leur première nuit à la prison de Rebeuss. Seneweb.com informe qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt après leur audition par le juge d'instruction. Sur les 9 mis en cause, seul Souleymane Djim a pu bénéficier d'une liberté provisoire, précise le site. Un juge qui n'a pas de papier ni de machine pour matérialiser sa décision n'est pas indépendant. La déclaration est du premier président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, sur Leral.net. Ce dernier s'exprimait lors de la cérémonie de remise de matériel aux juridictions d'une valeur de 500 millions de nos francs. Pendant ce temps, le chef de l'État a réceptionné ce mercredi le second Airbus A330 de la flotte aérienne d'Air Sénégal. Une occasion pour Macky Sall, selon CNews, de lancer un message fort aux travailleurs de la compagnie aérienne. « Vous êtes nos lions de l'air », a-t-il déclaré. Plus de 3000 décès sont enregistrés chaque année sur les routes à cause des accidents.
L'information est du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Maître Omarium, repris par Actusen.sn. Il faisait face aux députés pour défendre son budget programme 2020. Sene.com fait savoir que Mansour Eliman Khan, qui était pressenti à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis, vient d'y être nommé. Il remplace ainsi M. Momar Diop. Sur l'international, RFI.fr informe que les États-Unis vont nommer un ambassadeur au Soudan pour la première fois depuis 23 ans. L'annonce est faite ce mercredi par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, dans un communiqué. Du sport, tournoi UFOA, le Sénégal est en finale après sa victoire sur la Gambie au tir au but 4-2. Les Lionceaux vont rencontrer le Mali en finale. Barthélémy Ngom, c'était tout pour le tour du web. Merci beaucoup. Soir. Merci beaucoup, Abdoulaye Diop. Bonsoir, Mamoudou Amar Dione. Bonsoir et bienvenue. Suite à fin de notre focus sur l'utilisation des pesticides par les agriculteurs, notamment avec l'étude réalisée par PON Sénégal, Pesticide Action Network, les conséquences sanitaires sont réelles pour un secteur qui intéresse plus de 70% des Sénégalais. La preuve avec Abdoulaye Diouf, le président de l'Union des producteurs maraîchers gestion intégrée des producteurs et des prédateurs de Diender et Kayar. Les agriculteurs sont têtus. Les pesticides n'apportent pas beaucoup parce que chaque année les producteurs, le bétail et même les oiseaux sont affectés. Donc nous devons chercher d'autres solutions pour développer les cultures. Il y a par exemple les fumées organiques, le compost entre autres. Mais les producteurs croient que sans les pesticides, la production ne sera pas au rendez-vous. En général, beaucoup d'entre eux gâtent leur champ parce qu'aussi bien les vendeurs que les acheteurs de pesticides ne connaissent pas les conditions d'utilisation. Certains font la comparaison et pensent que leur solution est meilleure que la solution des autres. Avec ça, les producteurs sont touchés, mais aussi les consommateurs. Il y a des produits interdits qui sont toujours utilisés. Pour Thierry Gaye, l'usage des pesticides requiert de l'attention. Il est le secrétaire général de la Fédération des maraîchers de la zone des Niayes, par ailleurs membre du conseil d'administration du CNCR. Les pesticides, comme disait le professeur Abouyala, dit que c'est un mal nécessaire. Mais comme c'est un mal, il faut faire attention. Et donc une utilisation raisonnée des pesticides quand même est une œuvre de longue haleine à laquelle tous les acteurs doivent prendre part à un peu cette sensibilisation, cette communication, cette formation des acteurs sur l'utilisation raisonnée des pesticides. Qu'est-ce qu'il faut faire le CNCR et les organisations de producteurs? Le CNCR et les organisations de producteurs, c'est des porte-voix. Donc tout ce qu'elles peuvent faire, c'est en tout cas à tout bout de chemin, tant que c'est possible, de faire la sensibilisation, autant que faire se peut, de faire la formation sur l'utilisation raisonnée de ces pesticides qui quand même concourent à préserver leur culture, mais une utilisation raisonnée quand même est la voie royale pour sortir un peu de ce cycle de dégâts qu'occasionne quand même l'utilisation non raisonnée de ces produits. Le besoin de formation est réel d'après Abdoulaye Diop, collaborateur du coordonnateur du comité national du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Les pesticides sont utilisés diversement au niveau de la production agricole, mais généralement les producteurs sont confrontés à un problème de bonne utilisation, un problème de stockage et problème de la connaissance même de ces produits qui sont vraiment très dangereux, toxiques. Et ces producteurs doivent être protégés, doivent être formés. C'est vrai que les pesticides sont utiles dans la lutte contre les nuisibles qui freinent le développement agricole, mais quand même on doit promouvoir de bonnes pratiques pour les protéger, pour leur santé d'abord et pour l'environnement ensuite. Il y a une utilisation inorganisée de ces pesticides, si je peux parler ainsi. Il faut donc une utilisation rationnelle qui protège le producteur et son environnement, qui préserve la santé aussi des populations. L'agriculture biologique peut être une solution. Khadijatou Sow, ingénieure en agroécologie et agriculture durable à l'Association sénégalaise de normalisation. Vu leur néfacité au niveau de l'organisme et leur toxicité, mieux vaut préconiser des méthodes durables, c'est-à-dire tendre vers l'agriculture biologique, avec notamment la lutte biologique, regroupant la lutte culturelle, la rotation des cultures, entre autres la jachère, l'association des cultures pour perturber les ravageurs et les faire disparaître, entre autres comme
nous ne tendons pas directement à l'interdiction d'utilisation des pesticides. Peut-être limiter cette utilisation des pesticides ou bien établir des normes, élaborer des normes pour réglementer cette utilisation afin que les producteurs puissent maximiser leur rendement sans pour autant faire recours aux pesticides. Merci à Mohamed Lamine Sow et à Aïssatou Sow pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonutol, c'est fini. Bonne santé animale, c'est chaque mercredi et nous sommes avec Ablaye Sissé. Bonjour et bienvenue. D'abord, des chiffres, on a compté le nombre de têtes de la race des équidés au Sénégal. Il y en a au moins pour 1 million de chevaux, d'ânes et des poussières de mulets. Et vous ne regarderez plus jamais un cocher ou un charretier comme un travailleur pauvre. Un cheval, ça rapporte gros à son propriétaire. Révélation dans une très sérieuse étude de l'ONG Brooke. Emmanuel Bouressard est le directeur général. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ânes et de chevaux qui font le transport des personnes et des biens. Cet animal est incontournable dans notre économie. Au Sénégal, notamment dans les grands centres urbains, il y a des gens qui chaque jour gagnent entre 7 000 et 15 000 francs CFA, plus que le salaire d'un fonctionnaire. Mais il faut s'assurer que cet animal puisse servir dans la longévité. Suffisant alors pour prendre soin de votre bête, comme Hamilton, le champion de Formule 1. Parce que le cheval, c'est votre Mercedes, même si vous avez le droit de préférer Charles Leclerc et sa Ferrari. D'une région du Sénégal à l'autre, la santé animale est toujours un enjeu, mais les problématiques diffèrent. Cap sur l'extrême est du pays. Retrouvez notre correspondant permanent à Kédougou, Ibrahima Diabakhate. Vous êtes avec qui? Ismaël Tchaou. Et c'est qui lui? Médecin vétérinaire, chef du service régional de l'élevage de Kédougou. Oh, parfait. Docteur, merci. Dites-nous tout alors sur la carte sanitaire animale dans la région. Dans la région, nous avons une maladie véritablement particulière, qui est donc la trypanosomose. On a la maladie de Newcastle qui est endémique aussi dans la région. Comment se manifestent ces deux maladies-là? Souvent, ils se manifestent par une déshydratation, par moment. Véritablement l'animal manque d'appétit, donc en fait c'est une maladie parasitaire due à la mousse Aedes. On est à ce qu'on appelle le One Health, une seule santé, raison pour laquelle nous travaillons d'étroite collaboration avec les agents de la santé. Et 2 semaines de cela à Bandafassi, j'ai eu à constater des cas de mortalité, et surtout les petits ruminants. La race locale, elle est trypanotolérante. Voilà, donc on parle de la race Ndama. Juste la race Ndama est trypanotolérant et la race Djalonké. Par contre, avec l'amélioration génétique, à savoir le PDRS, il a mis en place des sujets Holstein, donc des races exotiques. Et véritablement, ces races, on a noté quelques mortalités, et certainement dues à la trypano. Bien sûr, la race qui nous vient du nord aussi est véritablement sensible à la maladie, telle que la race Mour, le Toulabir, et le Pulpul. Ismaël Tchaou, je vous remercie. Ibrahima Diabakhate, merci à vous aussi. Bonne santé animale, c'est fini pour FM, la chronique du jour. La chronique hebdomadaire de Mbaye Sidi Mbaye. À l'Assemblée nationale ces jours-ci, il souffle la canicule dans l'atmosphère interparlementaire. Un vrai chaudron dans les caractères. Maître Djibril War donne le ton par une attaque inattendue contre Moustapha Diakhaté, qu'il accuse d'avoir volé, c'est son mot, 600 millions de nos francs, destinés à Benno Bokk-Yakaar, du temps où il en était le président du groupe parlementaire. Réplique immédiate de l'accusé, il ment. Alors, intervient une réponse soutien à l'accusé qui vient d'un vice-président du Parlement sénégalais et président en exercice du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo. Si Moustapha Diakhaté a volé, dit-il, alors tous les anciens présidents de groupe et de commission ont volé. Une pique destinée à l'accusateur lui-même, président de commission. Cette dispute, somme toute habituelle dans les parlements du monde, a failli tourner plutôt mal quand le fils du député Lo, venu assister aux plénières de l'Assemblée nationale, témoin malheureux des propos sur son père, a décidé de laver l'affront, de laver l'honneur de la famille, en corrigeant Maître War pour l'affront public à son père, qu'il a traité de voleur international.
Les 3 aspects inédits dans cet incident, entre 2 députés d'abord, puis un 3e, c'est leur appartenance au parti de la majorité et ensuite le ton libre, trop libre et même guerrier utilisé par les protagonistes. S'y ajoute le scandale du personnage étranger au Parlement qui a fait un charivari inadmissible et a menacé un député dans l'exercice de ses fonctions. Tout cela ne fait-il pas passablement désordre, pour le moins, au point d'inspirer justement le journaliste de l'AS, Seydina Bilal Diallo, qui affirme que Macky ne contrôle plus ses troupes. RFM, l'invité. Question Seydou Nourouba, réponse Maguette Mbaye, le directeur de la lutte contre les encombrements au ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique Entretien. Merci à vous Barthélémy Ngom et à vous qui nous suivez sur la radio Futur Média, au colonel Maguette Mbaye. Merci et bonsoir. Bonsoir. Mon colonel, vous avez entamé la deuxième phase des opérations de désencombrement de la région de Dakar. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la première phase? Merci beaucoup, monsieur Nourouba. Avec la prolifération des activités du secteur informel et la présence de nombreux quartiers précaires, donc l'espace public a été complètement encombré. C'est une situation de désordre total, et puis voilà, cette situation qui est devenue inacceptable. Donc les pouvoirs publics ont pris en tout cas le problème à bras le corps en initiant des opérations de désencombrement qui ont débuté en fait depuis le 12 juin 2019. C'est la première phase. Donc entre-temps, on a eu à désencombrer les axes comme l'avenue Malick Sy, Sirnos, Port, avenue Blaise Diagne, le mur du stade Iba Mar Diop, et devant l'université Cheikh Anta Diop, devant l'NDSS, les deux pistes, les deux voies de l'ancienne piste, le parking du stade Léopold Sédar Senghor ont été vraiment nettoyés et dégagés. Et entre-temps, on est passé par la corniche Est, les alentours de la prison de Rebeuss et le Cap Manuel jusqu'à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale. Donc tous ces actes-là ont été dégagés. Et ça, c'est la première phase. Et hier nuit, on était sur Malick Sy. Avant de parler de la deuxième phase, est-ce que vous avez senti que c'est la première opération de désencombrement a porté ses fruits? Il vous est arrivé de retourner sur les lieux pour vérification? Bon, après chaque opération, quand même, véritablement, nous retournons sur les lieux. Et vraiment, c'est des résultats globalement satisfaisants. Mais cependant, force est de constater qu'il y a des récidivistes, des occupants illégaux qui reviennent une semaine, 2 semaines après. Mais chaque fois que de besoin, nous repartons sur le terrain pour les dégager. Mais quand même, effectivement, vous l'avez dit, il y a des récidivistes. Nous avons même eu à faire des reportages, mais à chaque fois, nous constatons sur le terrain que le retour se fait aussitôt. Est-ce que aussi vous avez des solutions à ça? Pour que vraiment, une fois qu'un quartier ou une opération a lieu, que ça soit à jamais. Effectivement, nous avons bien une solution à ça. Premièrement, après libération des emprises, nous mettons un dispositif préventif qui est fait de grillage. Également, un élément mobile qui est composé d'écovigiles, d'ASP et des éléments de la mairie concernés. Mais ces éléments-là sont combinés, ou bien ils s'appuient sur la force régalienne, police ou bien gendarmerie pour faire le travail. En tout cas, ils font un îlotage et chaque fois qu'il y a des problèmes, ils appellent le policier en face ou bien le gendarme en face pour venir régler la situation. Ça, c'est une solution. Mais la solution dans la durée constitue à l'aménagement de cet espace libéré-là. Donc, on est là-dessus. Si vous voyez bien, au niveau de l'ancienne piste, les aménagements ont débuté. Au niveau de la corniche Est vers Lagon, il y a un aménagement qui est déjà presque terminé. Donc, vraiment, nous avons une solution à ça. Et c'est la détermination. Et chaque fois que de besoin, revenir, parce que c'est un combat de longue haleine quand même. Il faudra gagner à l'usure. Vous savez, nous sommes tous concitoyens, mais certains Sénégalais ont des habitudes têtues et tenaces. Et quand ils veulent faire quelque chose, mais rien ne en tout cas, ils ont tout le temps la propension à revenir. Et chaque fois que de besoin, nous les trouvons sur le terrain pour dégager. Très bien. Nous sommes avec le colonel Maguette Mbaye, directeur de la lutte contre les encombrements
Mon colonel, et pour ce qui est des sommations, comment est-ce que vous les distribuez à temps, combien de jours avant l'opération par exemple? Est-ce que les commerçants sont quand même bien préparés à cela? Ils sont bien préparés parce que quand un axe est identifié et ciblé pour une opération de désencombrement, le préfet de Dakar, qui a le pouvoir régalien de l'ordre public, mais il prend en compte ce axe-là avec la distribution des sommations. Les sommations sont distribuées, mais hormis cela, nous faisons des spots au niveau des médias pour sensibiliser, avertir les populations que nous allons venir sur tel axe pour désencombrer. Ce qui s'est passé avant-hier, avant de revenir sur Maliki, c'était un large écho qui a été relayé par les médias, dont je salue déjà la collaboration. Et chaque fois que de besoin, ils font le travail aussi à leur niveau pour avertir les populations qu'une opération de désencombrement est imminente sur tel axe. Est-ce qu'on peut mettre, le ministre l'a évoqué hier, est-ce qu'on peut mettre les animaux ou ces bêtes, les vaches par exemple et les bœufs qui divaguent partout à Dakar, est-ce que vous pensez que ces bêtes font partie quand même de cette lutte contre les désencombrements? Mais effectivement, il faut bel et bien partie de l'encombrement à Dakar, parce qu'il y a un encombrement humain, les encombrements de mécaniciens, tout ça c'est l'encombrement matériel. Mais là, c'est un encombrement animal, parce que avec tous les risques d'accident que ça peut constituer. Par exemple, ils traversent les axes routiers avec la mobilité et tout, ils sont dans le trafic. Ils sont partout. Elles sont partout, ces bêtes. Il n'y a pas qu'à Dakar, même en banlieue, on les voit là-bas. On les voit, et puis c'est des personnes qui sont là, dans la population, voilà la facilité. Ils envoient les bêtes dans la rue, et puis pour le soir les récupérer. Mais de toute façon, nous, on a pris des dispositions au niveau du ministère. Et la première contrainte majeure qu'on avait, c'était la mise à disposition d'une fourrière animale. Mais maintenant, on est là-dessus. Et dès que c'est terminé, on va préparer des opérations avec des vachiers professionnels pour récupérer ces animaux et les amener au niveau de la fourrière animale avec toutes les sanctions prévues. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer ou de connaître quand même les propriétaires de ces bêtes? Voilà, des enquêtes sont là, on est là-dessus, et puis des propriétaires sont déjà identifiés. C'est pour cela que d'ailleurs je parle de sanctions. Dès qu'on aura maintenant, parce que l'enquête est déjà bouclée, on connaît les propriétaires de ces bêtes, et dès qu'on aura récupéré les bêtes pour les amener au niveau de la fourrière animale, les convocations vont les parvenir. Puis ils vont s'expliquer sur ce phénomène, et les sanctions en tout cas ne vont pas tarder. Voulez-vous dire qu'à partir de maintenant, ils sont tenus de garder leurs bêtes? Ils sont tenus de garder leurs bêtes ou bien de les amener en campagne. En tout cas, les bœufs ne sont pas faits pour la ville. Vous les amenez dans un enclos ou bien vous les amenez en campagne. Et on ne peut pas permettre la divagation des animaux comme ça en pleine ville. Ça, c'est inacceptable. Très bien. Parlons maintenant de la deuxième phase que vous avez démarrée depuis hier. Comment est-ce que vous l'avez démarrée et comment vous comptez la terminer? Donc en tout cas, pour hier nuit, ça s'est bien passé. Nous avons démarré au niveau de la mosquée omarienne. L'axe Maliksi, Surnos et Pont, c'est déjà dégagé. Et dès ce soir également, on retourne sur le terrain, derrière la grande mosquée et jusqu'à l'Assemblée. Donc, et après-demain, nous irons vers le pourtour de Rebeuss et surtout dans le quartier de Rebeuss. Et dès lundi, normalement, nous allons attaquer le Dakar Plateau. Avec la sous-préfecture du plateau. Donc la deuxième phase est bien enclenchée et tout se passe actuellement dans de bonnes conditions. En tout cas, toutes les dispositions sont prises pour réussir la mission en tout cas. Qu'est-ce qui explique le choix de désencombrer la nuit à partir de 22h? Bon, vous savez, en tout cas, quand on fait un travail aussi, il faut prendre en compte aussi la mobilité. Parce que nous envoyons sur le terrain des engins lourds, des fourchettes, des plateaux, des fourchettes de 16 tonnes, 10 tonnes, des plateaux, des camions 20 mètres cubes, des chargeurs 960. Ça, c'est des gros moyens. Quand vous les amenez le jour sur nos axes routiers, mais les gens ne vont plus vaquer à leurs occupations. En tout cas, là, ça va amener des embouteillages terribles. C'est pour cela qu'on a choisi dans la planification d'intervenir la nuit et le matin faire le suivi avec la police, la gendarmerie et les écovigiles dans le cadre de l'otage. Mais maintenant, il est prévu également, après avoir désencombré un axe, et s'il y a des récidivistes, là, ça n'empêche à rien de venir avec des moyens légers le matin pour les appréhender. Et puis voilà, en tout cas,
on fait les opérations la nuit pour éviter des désagréments aux populations sénégalaises. Lieutenant-colonel Magat Mbaye, la RFM vous remercie. Mais je vous remercie, monsieur Ndourouba. Je rappelle que vous êtes le directeur de la lutte contre les encombrements. Merci à vous également, Barthélémy, comme je vous rends la parole.